là, je parle des principes. Quelqu'un qui a dirigé pendant 18 ans ce pays, et comment vous devez le mettre en marge aussi des circonstances aussi importantes. Pourvu qu'on partage une même Parce idée. que, même Félix Tshisekedi l'avait dit, de tous les vivants ici en RDC, il n'y a que Kabila qui a l'expérience d'avoir dirigé le Congo. Parce qu'un ministre n'est pas chef de l'État. Et la deuxième personne, parmi les vivants, c'est Félix Tshisekedi qui en a déjà 6 ans. Mais comment on peut prendre ces deux personnes-là, ne pas souhaiter les voir échanger devant de telles circonstances? En essayant d'analyser, cette phrase ne vient pas dire que Kabila est ouvert à toute démarche basée sur la sincérité, sur l'engagement de vouloir sauver quelque chose de la part de celui qui est chef. Peut-être de vouloir sauver son business. C'est ça la volonté de Kabila. De vouloir sauver son empire composé de 80 entreprises dont il a lui-même 56, on appelle ça comment? Carrés miniers. Il a plus ou moins 56 carrés miniers. C'est quelqu'un qui pèse sur le plan économique et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il s'est senti un peu dérangé parce que ses intérêts sont mis en jeu. Et tu sais qu'il en a combien? Même ça, je ne sais pas. Je ne suis pas encore informé. Lorsqu'il appartiendra au passé, on connaîtra les informations. Totikala setseko ndenali puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5, 4.5, to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital HJ. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression. La victoire est au bout de notre détermination, pourvu que nous sachions comment nous y prendre. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci de nous rejoindre sur Politicon, la force du détail. Nous sommes en ce jour pour décortiquer l'actu de 24 dernières heures avec les analystes qui sont avec nous sur ces plateaux. La précision tombe. Félix Tshisekedi rassure que Doha n'a pas annulé Luanda, moins encore Nairobi. On va décortiquer cela parce qu'au sein de l'agora politique congolaise, ça fait débat, ça pose beaucoup de questions à ce sujet. Nous allons pouvoir y revenir avec beaucoup plus de détails. La consultation nationale en vue de la formation du gouvernement de large union nationale. Nous en sommes au deuxième et troisième jour. Dans cette émission, nous allons pouvoir essayer de faire les résumés des derniers jours de consultation sous la houlette du Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État, Ebérand Kolongele. Allons-nous vers une direction qui mette d'accord toutes les tendances à la sortie de ces consultations
le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est en campagne des sapes contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a tenu à préciser que la cohésion nationale, c'est avec les gens qui ont une même perception ou qui regardent dans la même direction. Nous allons essayer de comprendre cela avec Patrick Mpiana qui est avec moi sur ce plateau. Ça fait longtemps, mais vous avez jugé défendable de répondre à notre invitation. Comment allez-vous? Oui, merci beaucoup, M. Thibou. Je me porte très bien par rapport à ma santé, mais par rapport aux événements de l'Est, je crois que tout Congolais est affecté. Et je ne tarderai pas pour saluer mon co-débatteur avec qui on va passer de bons moments pour faire l'analyse politique de notre pays en ces moments difficiles. Et j'ai toujours eu une pensée pieuse par rapport à nos frères et sœurs de l'Est. Vous savez, lorsque vous apprenez que X maman a été violée, Y monsieur a été tué, ça ne fait pas du bien. Et surtout lorsque nous apprenons qu'un hôtel tel que Serena est en voie de fermer, est en train de réduire le personnel, alors que c'est une grande industrie. Serena veut fermer ses portes. Oui, ils ont un problème. Aux contraintes financières. Effectivement, ils ont un problème de cash flow. Vous savez qu'à Goma, comme à Bukavu, il y a un réel problème de cash flow. Les banques sont fermées et la confiance internationale n'y est plus. L'équipe de Nanga est pratiquement sanctionnée. Le Rwanda, pays agresseur, se retrouve dans des sanctions. Ça signifie que la confiance internationale en matière d'économie et de finances n'existe plus. Donc, ça veut dire que ce soit le Rwanda, que ce soit le Kivu, que ce soit le Goma comme le Sud Kivu, ne peuvent jamais se coaliser pour faire face à cette histoire dans une situation d'autarcie. Parce que l'économie a toujours été ouverte. La vision d'une économie autarcique n'existe pas dans ce monde où l'effet domino bat son plein et est en train de dicter les règles économiques. Donc, le capitalisme tel qu'il est conçu actuellement ne souhaiterait pas avoir la vision telle qu'est mise en place par nos amis du M23, chose qui ne marcherait pas parce qu'ils auront du mal à avoir des correspondants. Faute de code SWIFT, ils sont sanctionnés par les Américains. Même pour les systèmes européens, ça ne marchera pas. Ils sont sanctionnés par les Européens. Donc, comprenez déjà que même au niveau des BRICS, je ne vois pas comment l'Afrique du Sud pourra donner un cutus pour que on puisse accepter ces conglomérats d'aventuriers qui est le M23 AFC. Merci. Pour bénéficier des avantages de BRICS. C'est difficile. Patrick Mpiana, cadre de l'IDPS, secrétaire fédéral, en charge des relations. En charge d'études et planification. Dans Fédération de Moama. On a aussi l'honneur d'avoir sur notre plateau Henri Chimbalanga. Quelqu'un me disait ce matin qu'il faut le recevoir de temps en temps. Il est percutant dans ses analyses. Qu'est-ce qui vous distingue dans cet environnement pollué, caractérisé par beaucoup d'opportunistes? Merci bien pour cette énième opportunité et je salue Patrick Mpiana, de qui je sens déjà une certaine objectivité entre les jeux. Et je pense que pour répondre à ce que vous dites là, moi je me suis donné une certaine discipline, c'est-à-dire quand il faille parler nation, je fais un effort pour beaucoup plus s'intéresser aux faits. Donc les faits qui marquent, qui constituent carrément notre histoire, non pas lointaine, mais tout ce que nous vivons, c'est ça. Aidé par l'objectivité journalistique, oui, parce que je rappelle que vous êtes journaliste. Tout à fait. Et dans ce sens-là, il est très difficile d'être comme pour l'un ou pour l'autre camp. Okay. Et que c'est comme ça que nous pensons être beaucoup plus... parce que le moment que le pays traverse, on a plus besoin, à mon avis, de beaucoup de réflexion que de prise de position derrière les personnes au lieu de faire des prises de position derrière la nation. Parce que c'est dans ces nombreuses réflexions qui sortiraient de tout Congolais consciencieux que même les dirigeants peuvent tirer les bandes qui pourront les aider. Parce que à des moments précis,
les dirigeants, des fois, ils n'arrivent même pas à réfléchir. Parce que dépasser, tantôt c'est une information faisant objet de menaces là-bas, peut-être qu'il n'a pas le temps de commencer une réflexion et la terminer. Il y a une autre information qui vient, qui le prend la tête, et c'est comme ça. Mais maintenant, si les Congolais se donnent vraiment cette obligation de beaucoup réfléchir chaque fois, ça pourra donner lieu à des prémices ou des éléments de solution. Allez, merci beaucoup. Vous êtes très tatillon. C'est pourquoi on aime bien vous avoir dans notre panel d'invités. Merci. Pour un débat républicain, un débat de fauves ou de gladiateurs sur Politikon entre Henri Tchimbalanga et Pratique Piana. Allez, qui prend la main? Ça dépend. Pour ce tout premier sujet. Bon, moi voilà. Je peux commencer comme lui. On parle des consultations nationales sous la férule de Ebéran de Kolongele. 2 jours déjà. Quel résumé pourrions-nous faire de ces consultations dont les trains étaient déjà en marche? Gédéon, moi je pense que ça risque de nous prendre encore du temps. Parce que nous savons comment notre classe politique est finalement caractérisée, surtout à des moments pareils. C'est d'abord, non, c'est moi qui ai combattu, c'est moi qui vous ai soutenu, c'est nous, on doit être là. Et là, automatiquement, ça ne pourra même pas cadrer avec ce que lui-même, le président de la République, avait annoncé devant sa famille politique, entre autres l'Union sacrée. Souvent, moi, j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi avait été très poli envers eux. Sinon, moi, à sa place, je l'ai toujours dit, il n'avait qu'à leur dire que, voilà, vous êtes des médiocres. Vous ne m'avez pas suffisamment aidé. Parce qu'il a dit dans d'autres termes, en disant qu'on s'est comporté comme ceux-là. Ceux-là, c'est-à-dire ceux que nous avions qualifiés de médiocres. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi je dis, il a été poli envers eux, mais sinon, c'est pour leur dire que on n'a pas amélioré. Or, l'UDPS, en quelque sorte, devrait avoir pour objectif, c'est-à-dire la correction de toutes les gouvernances précédentes, du fait de ce qu'a été son combat, et pour répondre à l'essence ou l'essentiel, pour justifier exactement ce combat-là de plus ou moins 37 ans. Sinon, quand vous n'arrivez pas à corriger tout ce que vous aviez énuméré pendant autant d'années en termes de failles dans les précédentes gouvernances, je pense que les excuses vous seront en tout cas pas de mise. Moi, je pense que déjà 6 ans au pouvoir, bientôt 7 ans, Félix Tshisekedi devrait être en mesure de savoir déjà, de par lui-même, que si je dois maintenant, parce que, qu'on se le dise, on est pratiquement à mi-mandat de son 2e et dernier mandat constitutionnel. C'est une étape où il devrait se rassurer d'un bilan plausible. Ou le moins se dire si ce bilan à ce niveau est mitigé, voilà, et que je dois me relancer pour bien terminer ce qui reste en termes de ce dernier mandat. Mais il connaît suffisamment le comportement de tous ces gens-là. Moi, je pense qu'il devait plutôt avoir lui-même un tableau. Je ne vais plus voir tel, que de donner une commission à quelqu'un d'autre qui risque de subir, sinon les pressions, mais les chantages des autres. Alors, le problème réside exactement à quel niveau parce que Kabila dit que c'est lui le problème et la solution au problème que connaît le pays. Lors de sa dernière prestation de serment, il a dit vouloir corriger les erreurs du passé. Comment les corriger sans être meilleur que l'on n'a pas été hier? Je pense que pour corriger les erreurs du passé, ça voudrait dire que déjà, il sait les énumérer. C'est comme ça. Donc, c'est un travail qui s'est fait d'abord sur soi. Oui, mais tout à fait. Parce que quand il a annoncé cela, je pense qu'il est en mesure, il maîtrise ce qu'il entend ou ce qu'il peut énumérer comme erreurs du passé. Et maintenant, pour que ces erreurs-là ne reviennent pas, je pense que premièrement, on doit être trop regardant envers tous
tous les présumés auteurs de ce système-là, ou tous ceux qui ont participé à pérenniser les erreurs du passé. Donc, c'est de là que je dis que, à mon sens, ces consultations ne devraient pas avoir lieu. Sinon, regardez, déjà dès longtemps, nous ne voyons que les mêmes figures. Et on sait comment ça fonctionne. Et en quoi ça vous enquiquine? Par le fait que, bon, écoutez, il s'agit après tout de la nation. Donc, on ne peut pas applaudir dès lors qu'il énonce une vision qui semble être prenable, mais maintenant dans le déroulement vers cette vision-là, on prend une démarche qui va nous donner, parce que, est-ce que vous pensez que ça peut facilement lui permettre de réduire la taille du prochain gouvernement par rapport à celui-ci? Parce qu'en évoquant la réduction... L'objectif, c'est celui-là? L'un des paramètres qui puisse nous amener aussi à la réduction du train de vie, parce que ça pose problème, c'est aussi la taille du gouvernement qui, en réalité, ne donne pas de résultats escomptés. Alors pourquoi s'en tenir? Ou sinon, avec ce genre de démarche, on risque soit on se retrouve avec la même taille, ou soit on va au-delà et on aura toujours les mêmes problèmes-là de réduction du train de vie. Parce que sinon, si les institutions doivent être en premier budgétivores à plus de 60%, et comment on va réaliser ce qui est essentiel pour l'existentialité de la nation? Sinon, on ne va pas s'en sortir. On a un problème sérieux. Vous voyez, quand il prête serment, la prestation des serments est un texte constitutionnel. Il ne vient pas de lui. Et dans ça, vous jurez devant Dieu et les hommes de défendre l'intégrité du territoire national. Mais en tant que commandant suprême, il a son rôle à jouer, mais il n'est pas sur le terrain. Il y a un instrument que nous appelons les forces, les FARDC. Mais maintenant, si on n'arrive pas à caser certaines possibilités, du fait de chaque fois, il y a toujours dépassement budgétaire au niveau des institutions. Mais les conséquences seront que les mêmes et on ne va pas s'en sortir. Dès lors que nous avons un pays à vocation d'être leader dans la sous-région d'abord, mais si on n'a pas un instrument tel une armée dissuasive, c'est-à-dire ne serait-ce que d'abord sur cette phase-là, faire peur, c'est ça la dissuasion. Mais si on n'arrive même pas à ce stade-là, tout simplement parce que le traitement n'y va pas et que les moyens sont beaucoup plus dispersés par le phénomène de dépassement à tous les niveaux. Je pense que ces consultations, à mon avis, ne devraient pas devrait pas être une priorité. Parce que c'est supposé que Félix Tshisekedi connaît déjà tout le monde. Et c'était à lui d'abord de faire lui-même une mouture et appeler ses hommes ou son cabinet et lui dire que bon voilà, regardez ce que moi je trouve. Je ne voudrais pas. D'ailleurs, parmi ces gens ici, beaucoup ont été élus, qu'ils retournent au Parlement. On essaie avec des nouvelles figures pour essayer de voir de nouveaux résultats. Sinon, je chute pas là. Quand vous avez un ministre qui dit au Parlement que non, ne m'appelez pas ici, vous m'écrivez, je vais vous répondre à partir de mon bureau. Ça pose problème avec ce genre d'acteurs politiques qui se prennent pour être au-dessus même du Parlement. Et ça, on est où? On va vers quelle situation? Allez, merci beaucoup, Patrick Mpiana. Quelle lecture faites-vous de cette consultation nationale sous la houlette des Bérandais? Est-ce que pour nous s'accorder à dire que le train est bien parti? Bon, j'aimerais avant tout être analyste que politique. C'est-à-dire, lorsque je parle de politique, n'est pas réfléchir en tant que membre d'un parti politique, mais j'aimerais en toute objectivité asseoir une pensée qui doit être libre et qui doit être objective. Je pense que nous perdons le temps. Si au regard de tout ce qui se passe, depuis que le chef a nommé son conseiller en matière de sécurité, qui devait s'occuper des affaires uniquement sécuritaires, au moment où l'Est du pays balbutie, il y a des problèmes très sérieux en termes de sécurité. On se réveille le matin, aujourd'hui on dit que les Ouazalendo sont au niveau des Kavumu, mais à un certain moment on vous dit que Walikale a été relâché par le M23.
Là, c'est le samedi soir. Le lundi matin, vous vous réveillez, on dit non. Nous voyons toujours les signaux du M23 restent toujours présents sur le terrain. Donc, vous voyez que je crois que ces conseils-là devaient faire son travail lié à la sécurité. Parce que le travail qu'il fait, c'est le travail d'un informateur du gouvernement. Au regard de toutes les personnalités politiques. C'est ce qu'on lui a demandé de faire, non, que vous qu'il fasse d'autres. Non, c'est ce que j'ai dit, nous perdons le temps. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tout acteur politique qui sortira de là, il vous dira que non, voilà, je suis là parce qu'on veut nous transmettre ce que veut réellement le chef de l'État. Mais le chef de l'État avait déjà une vision lorsque nous sommes allés pendant la campagne pour se faire élire président de la République. La vision était déjà là. Deuxièmement, on vous dira que non, on a des défis sécuritaires. Les défis sécuritaires dans notre pays ne datent pas d'aujourd'hui. Si vous fouinez bien les images, vous verrez, il y a une vidéo où le président Kasavubu parle de la guerre au niveau des Fizi. Le président Mobutu a connu la guerre des Moba. Fizi, nous sommes dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu. Le président Mobutu a parlé de la guerre de Moba, a connu la guerre de Moba, 1, 2. Il a connu la guerre d'agression avec l'AFDEL, jusqu'à ce que cette rébellion l'a emporté. Conglomérat d'aventuriers, selon Laurent Désiré Kabila, qui connaissait bien la chose. Et sans même emporter Laurent Désiré Kabila, parce qu'il a été assassiné ici par ses anciens alliés. Joseph Kabila est arrivé congolais ou rwandais. Bon, cela m'importe peu. C'est Jean-Pierre Bemba qui connaît beaucoup plus la vérité, ou soit Ngoï Moukena. Il arrive là et il a connu plusieurs périodes de rébellion. Félix Tshisekedi dit la même chose. Quel est le comportement de la classe politique? Lorsque le Kivu a été attaqué ou Bukavu a été attaqué, il y avait un silence de mort. Donc du côté de la classe politique. Depuis 1960. On a ces problèmes-là. Et qu'est-ce que nous avions mis en place pour en faire disparaître? Et qu'est-ce que nous faisons pour sortir cet engrenage finalement? Effectivement, il y a un problème de gouvernance au niveau de la classe politique. Et vous allez vous rendre compte que ce qui se passe aujourd'hui avec le M23, c'est ce que nous avions connu sous le maréchal Mobutu. Monsieur Kengo était Premier ministre. On a acheté les armes. Si vous avez les M16 sur le terrain, on achète les armes, les munitions pour les AK-47. Tout ça parce que derrière cette industrie d'achat des armes, il y a toujours une chaîne de corrompus. Commençons par dire la chose qu'il faut combattre. Monsieur Jules Alingui te fait un travail. L'Agence de prévention et lutte contre la corruption devait faire le travail qu'ils essayent de faire. J'ai dit qu'ils essayent de faire. Il y a le CNRF qui fait un travail, mais luttons ensemble contre cette corruption. Et vous verrez que la corruption, je crois, c'est la chose qui détruit cette nation. Si les conseillers en matière de sécurité devaient faire un travail, c'est dans ces secteurs-là qu'il faut maintenant coincer l'acteur politique. C'est inadmissible et inacceptable. Nous sommes au XXIe siècle. Vous êtes agent public de l'État, vous initiez un dossier où vous avez effectué une mission de service, le sous-gestionnaire de crédit engage le gouvernement, le document arrive au niveau du Trésor, il y a un ordre de paiement informatisé signé par le ministre des Finances et par rapport on vous dit non, pour que le dossier passe, il faut signer un accord de 30%. C'est ça ce qui est à la base de tout ce que nous pleurons. Je crois que c'est là où il faut résoudre le problème. Si on n'arrive pas à dire clairement, parce que le président de la République, au moment où nous parlons, il a fait 6 ans au pouvoir, il doit avoir un tableau clair tel que l'a dit M. Henry. Il connaît tous les acteurs. Et ce sont les mêmes acteurs qui produisent les mêmes effets. S'il faut parler de la cohésion nationale, la cohésion nationale ne viendra que lorsque le peuple se sentira concerné dans la gestion de la chose publique. Pouvez-vous imaginer, vous êtes dans la ville-province de Kinshasa, 13h ou 14h, il y a des gyrophares qui font du bruit sous l'embouteillage. Mais ça peut vous rendre malade. Tous ces méfaits-là, c'est ce qu'on doit combattre. Alors ces consultations, finalement, ont-elles quel caractère? Non, les consultations, moi je l'ai dit, on veut réformer le gouvernement. On souhaiterait avoir un gouvernement, ça c'est ma vision. Mais j'ai dit, ces gouvernements-là, lorsque l'Union sacrée déjà a une tête composée de 40 individus,
qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Il y a ce qu'on appelle en économie la loi de rendement marginal décroissant. Aussi longtemps qu'il y a beaucoup de dirigeants dans un espace donné, vous allez créer ce qu'on appelle une boîte à crabes. Parce que Mende va chercher à être supérieur à Mbata. Mbata a dicté, parce que lui c'est le professeur extraordinaire, il a donné des orientations au professeur ordinaire Bahati qui dira non, il n'est pas politique. C'est ça la boîte à crabes. Et nous risquons de perdre le temps inutilement au lieu de résoudre le vrai problème. Les vrais problèmes que nous avions sont des problèmes liés à la corruption et les problèmes d'ordre sécuritaire. Même le problème d'ordre sécuritaire. Si aujourd'hui on commence à voler l'argent des militaires, c'est parce que cette chaîne-là de rémunération des militaires est corrompue. n'est pas encore désactivé. Voilà. Et on n'a pas parlé de ça aujourd'hui. En 2011-2012, il y a un général aujourd'hui qui est au gradé là dans les institutions militaires, qui a été l'objet d'un dossier de vol de biscuits de guerre. Mais il est toujours là. Ça, c'est la honte. Je pense que le président de la République doit déterminer la taille du gouvernement. Si vous lisez la Constitution des États-Unis, on vous dira que, je commence à chuter, on vous dira que le gouvernement doit contenir au maximum 22 membres. Or, ici, chez nous, on doit dire clairement, si on doit avoir un gouvernement de 30 membres, parce que Etienne Tshisekedi en avait 22, et puis fixer l'équipe PIAGE. Il avait un gouvernement lorsqu'il était Premier ministre. Il a été Premier ministre avec un gouvernement de 22 membres. Si vous n'êtes pas informé, ça je te l'informe. Pendant 3 mois. Et ce gouvernement-là a travaillé, allez chercher le cours d'économétrie des professeurs Moukeni Lacouptière. Vous verrez pendant ce temps-là, les paramètres économiques étaient parcimoniaux suite à la gouvernance mise en place par Etienne Tshisekedi. Il ne faut pas inventer la roue. Nous voulons avoir une équipe gouvernementale, mais il faut beaucoup plus, c'est le moment de mettre en place les critères de performance pour l'efficacité de l'équipe gouvernementale. Aujourd'hui, on a par exemple un ministre ou une ministre de la jeunesse. La guerre là engage la jeunesse. Ce ministre est où? Pour motiver la jeunesse, ces ministres-là, et où? Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas splitter le ministère des Sports et de Jeunesse parce que nous voulons satisfaire l'appétit de politique. Je suis IDPES, je reste IDPES, j'ai été IDPES et je demeurerai IDPES. Je pense qu'il faudra que le chef puisse à un certain moment, Azwalingenga Beta. Je veux 30 ministres. Et voilà les critères de recrutement, un point bas. Il faut vite se ressaisir. En résumé, à travers ces consultations nationales, nous sommes en train complètement de nous détourner de véritables objectifs. Allez, il y a eu les membres du Présidium qui ont défilé. Chacun a accordé une interview à la presse. Et du coup, l'impression qu'on a eue, c'est une réunion, une consultation de la famille où différents problèmes ont été posés. Bahati a posé son problème. Kamere est venu pour remettre quelques membres de toutes tendances confondues à la raison. Beaucoup ont vu dans cet appel de Vital Kamere une pique adressée à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui revient à la charge en disant que la cohésion nationale, c'est avec ceux qui ont une même idée, une même vision. Alors, je voudrais vous poser cette question. Quelle est l'interprétation qu'on donne au concept de cohésion nationale? Parce que c'est là que le débat doit être intéressant, parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut. On a l'impression de vouloir une chose et c'est au contraire. D'abord, à ce niveau-là, vous savez, Patrick a relevé une situation, la configuration actuelle du présidium de l'Union sacrée, 40. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Ils vont aller chez Eberande, tout en se prévalant que moi, j'ai lutté. Parce que comment on est arrivé à 40? Vous voyez ce qui se passe. Bisonde Bato Tobundaki. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et finalement, si dans une structure, du moins, qui n'est pas payante, les gens n'acceptent pas d'être en dehors du présidium, ils se retrouvent à 40. Et vous pensez, maintenant, quand il s'agit d'aller au gouvernement, qui va accepter de rester en marge?
à travers ces consultations-là. Kamere a parlé et Bemba a répliqué. D'abord, ça s'annonce encore très mal. Et on n'a pas besoin de tout ça. La cohésion nationale évoquée par les uns et les autres. Voyons un peu Jean-Pierre Bemba. Il parle de la cohésion, mais quel est son comportement sur le terrain? Il sort même de ses responsabilités en tant que ministre des Transports. Maintenant, c'est sa campagne pour aller demander aux populations que voilà, on a un problème avec Joseph Kabila. C'est celui-là le danger. Il dit la cohésion, c'est avec les gens qui ont une même idée. Ici, on a l'impression que Kabila n'est pas inscrit dans le schéma ou dans l'idée de la cohésion nationale et qu'il faut s'en prendre à lui. Mais écoutez, d'abord, moi, je ne saurais pas croire que Mbemba a la même vision que Félix Tshisekedi. Vous savez, s'il faut... C'est des visions diamétralement opposées. Si on doit essayer de scruter la petite histoire, à chaque fois, Bemba fait des coups contre l'UDPS. À chaque fois. Je vous remonte en 2011, où lui est incarcéré. Il est à la prison, à CPI. Étienne Tshisekedi, qui va par 2 fois là-bas. Nous sommes à la veille des élections de 2011. Pour ne serait-ce qu'avoir le mot d'ordre et la convenance de Jean-Pierre Bemba, leader du MLC, afin qu'ils aient un candidat unique dans l'opposition. Mais quelqu'un qui est au cachot, il refuse de lui accorder son soutien. Voilà. Même pas considérer que celui-ci, c'est mon papa. Il est venu me voir par 2 fois. Il refuse catégoriquement. Bemba n'a jamais soutenu l'UDPS en 2011. En aucune fois. Non, en aucune fois. Et on remonte encore. On se retrouve à Genève. Et c'est Bemba qui a tout fait. Ils ont rejeté Félix Tshisekedi. C'est Kamere qui a cru finalement à Félix. Ils sont allés. Et Bemba ainsi que Katumbi, ce sont eux qui ont sorti Fayoulou. Fayoulou n'était que le seul député de l'ESID, n'était que Fayoulou. Mais Bemba en ce moment-là, n'a-t-il pas vu Félix Tshisekedi? Nous sommes le 30 juin 2005. La fin textuelle de la transition 1+4. Étienne Tshisekedi dit, voilà, c'est la fin de 1+4, on doit passer à autre chose. Bemba, qui n'était même pas vice-président en charge de la sécurité, lui, il était à l'ECOFIN, mais ce jour-là, il prend l'intérim de Roubaix. Et au motif, il se dit, je voudrais voir l'UDPS qui va marcher. Et on connaît la suite. N'eût été les jambes d'athlète de Félix Tshisekedi, il serait mort ce jour-là. Parce que la balle lui destinait à choper une dame qui est déjà sous terre. L'histoire est connue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'homme n'a-t-il pas changé en dépit de ses déboires? Écoutez, il est resté le même, malgré le contexte. Moi, je pense que Félix Tshisekedi, il connaît déjà tout le monde. Il ne devrait pas attendre ces consultations-là. Parce que déjà, les guéguerres commencent dès l'entame de ces consultations. Et le gouvernement, c'est un haut lieu où on n'a besoin que des compétences pour répondre aux besoins sectoriels de la nation. Ce n'est pas un parlement où même les fainéants peuvent se cacher dans la masse, ne rien faire, mais quand ils sont pour, ils sont contre. Mais le gouvernement, c'est le gouvernement qui doit lui garantir des résultats au regard des compétences des membres du gouvernement. Mais Bemba a fait déjà 2 ministères. Il est à la défense et puis il est maintenant au transport. Mais quel en est le bilan? Donc c'est pour dire que... Il y a Claudel Loubaya qui a dit qu'il a désormais un nouveau ministère, le ministère anti-Kabila et manipulation. Il le disait avec humour. Moi, je dirais que le président fasse tout pour éviter ceux qui se font être beaucoup plus importants. Mais plutôt, il s'intéresse à des personnes qui seront utiles à la société, qui seront à mesure de répondre. Et regardez par exemple, il lance une vision. Le sol doit prendre la revanche sur le sous-sol. Quel est ce ministre-là, d'abord sectoriel, ou du moins encore le Premier ministre, qui a pu imaginer la faisabilité de cette idée-là? Si nous continuons à ne voir tout que sur les personnes, eh bien, ce sera une très mauvaise caractérisation de notre classe politique.
Ronald Reagan, il projette ce que maintenant nous vivons, l'avion Air Force One, mais il n'a pas projeté pour lui. Il s'est dit, moi je vais partir d'ici là. Mais un président des États-Unis doit avoir un tel engin pour ses déplacements. Et c'est le premier à utiliser ça, je crois, ça doit être Clinton ou Bush. Donc, mais nous maintenant, est-ce que nous projetons comme cela? Être de la même vision que le président de la République ne signifie pas aller faire des déclarations. C'est-à-dire, vous devrez commencer par lui donner des résultats là où il vous a fait confiance, par 2 fois. Mais il n'y a pas de résultats. Maintenant, vous êtes dans quelle vision avec lui? Et au final, Tshisekedi va se retrouver avec quel bilan? S'il a des ministres qui nous font que tout ce que nous vivons ici. Merci. Moi, je pense que, je termine par là, et aussi un petit rappel, Patrick a parlé de la guerre de l'Est. Évidemment, dans notre histoire, Goma, c'est la 6e fois. Même sous Mobutu. Mobutu prend le pouvoir le 24 novembre 1965, et déjà le 7 juillet 1969, je pense, Jean Scram, un mercenaire belge, appuyé par Bob Denard, un autre mercenaire français, ils ont pris Bukavu. Ils ont même érigé la République des volontaires de Bukavu pendant 3 mois. Et la Belgique avait même reconnu cet État-là. Mobutu s'est battu par la suite et pour évacuer ces gens-là. Donc, si on n'a pas une politique nationale, c'est-à-dire, comment Kagame et Museveni, 30 ans durant, ils nous font les mêmes stratégies, les mêmes bêtises, les mêmes schémas, et ils arrivent qu'au même résultat. Mais nous, en tant que nation, on n'a jamais de stratégie pour les contrer. Merci. C'est un sérieux problème. C'est là que je dis que les clubs de football sont mieux organisés que certains gouvernements. Mais c'est terrible. États. Parce que les clubs de football, leur vision est axée sur les résultats. Même les entraîneurs, le joueur, on signe un contrat d'obligation de résultats. Voilà. Allez, Patrick Piana, je voudrais d'abord que nous puissions avoir un même degré d'entendement. Cohésion nationale, qu'est-ce que cela veut dire? Puisque Bemba nous dit autre chose ici. Ça veut dire celui qui a une même idée avec le chef de l'État. Et n'y a-t-il pas de possibilité de faire rallier d'autres à l'idée du chef de l'État, en les convainquant de la nécessité de sauver ce qui peut l'être? Je crois que M. Bemba, comme M. Kamere, et tous accompagnent Félix-Antoine Tshisekedi, mais avec 2 visions diamétralement opposées, avec l'antagonisme qui jacente 2028. C'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que M. Kamere, chantre de la communauté internationale, voit déjà une vision où, s'il se met aux casquettes du président de la République, comment il va travailler avec l'Ouganda et le Rwanda. C'est ça la vision d'intégration régionale que présente M. Kamere, que les communs des mortels n'arrivent pas à comprendre, qu'ils n'arrivent pas aussi à accepter. Et ça peut lui être favorable. Oui, ça peut lui être favorable en termes d'une politique de lobby que le peuple ne comprend pas. Mais non, M. Jean-Pierre Bemba accompagne le président de la République, mais dans une vision qui est locale. Il s'est dit que j'ai été avec les amis démocrates au niveau de Genève, ça capotait, j'ai compris ce que j'ai compris. La vision de Bemba ne s'écarte pas vraiment de la vision de Mouzitou, avec ces tribunes qui échangeaient avec la population. Mais si vous mettez les 2 visions ensemble, moi je me dis que la classe politique doit aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut la refondation de notre système éducatif, et dans le cours d'éducation civique, on doit intégrer les comportements du capitalisme. Est-ce que ça existe encore? Non, ça existe. J'ai dit. C'est un cours vite. Non, il n'y a pas un programme national. Non. Le cours, il est donné une fois la semaine. Il y a une pondération très faible. Non. Mon cher ami, il ne faut pas toujours dire qu'au Congo, c'est négatif. J'ai dit ça en connaissance de cause. Laisse-moi te dire aussi en connaissance de cause. Moi, ma fille a eu son diplôme d'État ici, au lycée Kabamba. Elle est au Canada. Depuis qu'elle est là, elle ne fait que des mentions A. Et si elle est limitée, je peux prendre mon téléphone et montrer l'extrait d'un cours où on a échangé la macroéconomie. Et je me suis apaisanti sur la Banque centrale pour lui donner des exemples pratiques liés à la Banque centrale, tel que j'ai été formé par le professeur Kabouya Kalala. Et je te dis, cet enfant-là ne fait que des exploits.
Il n'y a pas qu'elle, mais il y a sa petite sœur aussi, qui d'ailleurs, dès l'entrée des Jeux, déjà au niveau du 3e des humanités, elle avait obtenu une bourse de l'État canadien où elle bénéficiait, je crois, elle a bénéficié de $500 canadiens pour faire face à ses besoins. Donc, comprenez que les systèmes éducatifs, nous parlons de ces systèmes, mais quelle est la responsabilité de nous, parents? Parce que moi, mes enfants sont à l'étranger, j'ai dit que je dois accompagner mes enfants. Et je les accompagne. Donc, on a aussi la responsabilité, nous étant que parents. Donc, revenons à la charge à ce que nous disons. J'ai dit ceci, nous avions deux visions diamétralement opposées, avec deux protagonistes qui visionnent 2028. Mais au moment où nous parlons... C'est la guerre des positions. Non, effectivement. Oui. Au moment où nous parlons, c'est là où j'ai dit que l'IDPS, on est un peu en dehors du plaque. Lorsque nous nous battons du côté, il y a bataille entre DEO, l'équipe des DEO dont j'en fais partie, et l'équipe de Kabouya. De l'autre côté... Ça n'a jamais fini. Non. Il y a deux camps. Non, il y a toujours des camps. Mais on les a vus être tous reçus par Ebirande. L'IDPS est un état d'esprit. L'IDPS est un état d'esprit. Ce qui est vrai, est un état d'esprit, mais à l'interne, il y a de courants. Vous comprenez? À l'interne, il y a de courants. Est-ce que ce courant ne fragilise c'est le même conseiller. La bonne marche du parti? Non, ça fragilise. Parce que IDPS uni est imbattable. IDPS uni, même l'agression là n'allait pas arriver. Parce que ces gens-là allaient comprendre qu'il y a une machine qui travaille. Aujourd'hui, on doit se poser des questions. Il y a des informations d'ordre sécuritaire. Même lorsque vous lisez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre qu'il y a un problème qui ne va pas. Alors que IDPS étant que machine sous Etienne Tshisekedi, il y avait un département de renseignement qui nous prévenait, qui nous donnait des informations. Une semaine après, ça s'est réalisé. Et aujourd'hui, ce département a été abandonné comme le département ou l'école du parti. Donc, c'est pour vous dire que rentrons à ce que nous disons pour que nous puissions bien décortiquer. C'est-à-dire que la cohésion nationale, il faudra ce que nous, Congolais, je reviens encore en charge par rapport à ce que j'ai donné l'histoire. Vous avez parlé d'ailleurs de la République des volontaires. Et jusque-là, la classe politique présente, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, n'arrive pas à produire un son comme Wenge le faisait. C'est de la cacophonie. Nous existons dans une république où les politiques ne réfléchissent que par des intérêts transactionnels. Ce n'est que le bénéfice qui compte, alors que la politique, ce n'est pas ça. C'est un art noble pour gérer la République. Et c'est là où on doit comprendre qu'il faut protéger notre République. C'est là où il faut chercher cette cohésion. Il faudra que quoi? Vous voyez tous ces jeunes gens-là, moi je suis madrilène. Je suis d'autant plus blessé lorsque le Real de Madrid est battu. Hier, le Brésil a été battu. Mais au lieu de me regarder dans ma peau du Congolais tant que le Congo a gagné 2-0, mais je regardais la peine de mon joueur de Real de Madrid qui est Vinicius. C'est là où on doit fomenter l'homme congolais. C'est là où il faut former cet esprit-là, des vrais guerriers, des gens qui doivent comprendre la vraie vision de Lumumba par rapport aux enjeux économiques du monde. Si on n'arrive pas à comprendre ça, mon frère, on va vilipender M. Jean-Pierre Bemba, on va vilipender M. Kamere. Le péché de Kabila, c'est le fait que, revenons au péché de Kabila, on a attaqué Goma, les gens sont morts. Votre temps laissez-moi, toi, lorsqu'on parle de Kabila, tu me coupes toujours. Non, vous avez plus de temps. Laissez-moi. Jean-Pierre Kayen, protégez-moi. Les péchés, ça n'a pas fait la cohésion. Gardez la main, je vous poserai la question sur Kabila. Ok, ça va. Voilà. Gardez la main, je vous poserai la question sur Kabila. Je crois que sur ces sujets, il y a un petit mot à placer avant de prendre le dernier sujet de l'émission. Il nous reste pratiquement 10 minutes. Un mot sur ces sujets et puis lui aussi va conclure. Je crois que la cohésion nationale doit être évidemment cet état d'esprit-là qui nous rassemble autour de la nation. Ça voudrait dire qu'on doit comprendre les intérêts de la nation et les différencier des intérêts des individus. Regardez par exemple aux États-Unis, les démocrates sous Biden n'ont pas condamné la prise de position de Biden en appuyant Israël qui frappait les Hamas et les autres, parce que c'est l'ennemi commun des États-Unis.
Ils ne se sont pas dit non, comme nous sommes les républicains, on doit bannir tout ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. On n'arrive pas à se dire ça, c'est l'ennemi commun de la République. On se dit, ah, eux, ils nous ont fait ça. Quand on était agressé sous Mobutu, l'UDPS avait souhaité la bienvenue à la rébellion. Quand on a été agressé sous Kabila, l'UDPS n'a pas consolé Joseph Kabila. Et nous aussi, on doit... Donc, si on n'arrive pas à arrêter, c'est là que je suis d'accord avec Patrick qui dit qu'il faut formater. C'est-à-dire nous remettre cet état des choses-là, l'éducation civique-là, que ça nous attache à la patrie. On doit stopper avec ces histoires-là de vengeance. Donc Kabila, par exemple, lui ne pourrait être pas concerné par la consultation de la cohésion nationale, bon, selon le propos. Non, en principe, hein, là je parle des principes. Quelqu'un qui a dirigé pendant 18 ans ce pays, et comment vous devez le mettre en marge des circonstances aussi importantes. Pourvu qu'on partage une même Parce idée. Parce que, même Félix Tshisekedi l'avait dit, de tous les vivants ici en RDC, il n'y a que Kabila qui a l'expérience d'avoir dirigé le Congo. Parce qu'un ministre n'est pas chef de l'État. Et la deuxième personne, parmi les vivants, c'est Félix Tshisekedi qui en a déjà 6 ans. Mais comment on peut prendre ces deux personnes-là, ne pas souhaiter les voir échanger devant de telles circonstances? Là, j'ai évoqué les principes. On a vu Obama et tous les anciens chefs d'État lors de l'investiture de Trump. Pourquoi ils n'ont pas dit que nous, comme on a notre candidat échoué, on s'en fout? Non, c'est l'Amérique d'abord. Et c'est ce qui nous manque, nous sommes beaucoup plus attachés aux personnes, aux individus, et on tourne dos à la nation. Voilà, 1 minute pour conclure sur ce sujet. Bon, moi je pense qu'il y a des discours politiques. Je crois que, comme j'ai parlé de Joseph Kabila, son péché, c'est le fait que lorsque Goma a été attaqué, il n'avait pas prononcé un mot. Lorsque Bukavu, c'était la même chose. Mais lorsque le Rwanda a été attaqué, c'est là où il a parlé pour la toute première fois. Et je crois que Bukavu aussi, c'était la même chose. Là, on l'a vu chez le président Thabo Mbeki, lorsque les sanctions sont arrivées. Je pense qu'on doit s'élever. Que voulez-vous dire par là, Kabila? Non, il doit, dans tout son discours, penser à nos frères et sœurs de l'Est. Il a été chef de l'État. Il connaît les affres de la guerre. Je crois qu'il devait avoir un discours clair par rapport à tous ces gens-là qui sont meurtris. Un mot de la part de Kabila, c'est raisonnable ou c'est sentimental? Non. Ou du point de vue sentimental? Non, on n'a pas senti en lui l'amour du Congo et des Congolais qui sont tués de l'autre côté. Ça, on ne l'a pas senti. Mais cela n'interdit pas ce qu'il puisse mettre en place son point de vue. Vous savez, le président américain qui venait de mourir, qui ça? Carter. Le président Carter, pour lui, le pire, le médiocre de tout le président, c'était George W. Bush Jr. Mais le monsieur était là aux funérailles. George W. Bush était là aux funérailles parce qu'il a dit qu'il est allé faire une guerre qui ne les concernait pas. Parce que cette guerre-là à l'Irak, c'était occasionné par les mondialistes avec Dick Cheney qui était un républicain, mais proche des mondialistes. La preuve est qu'aux élections de Trump, lorsque Dick Cheney a dit « Moi, je suis républicain, mais je vous souhaiterais, je vous conseillerais, vous, Américains, de voter pour Kamala Harris », il y avait fait boomerang. Les musulmans disent « Toi, qui a bousillé notre pétrole avec l'opération pétrole contre nourriture, tu viens maintenant nous donner comme conseil que nous puissions soutenir cette dame. » Donc, il y a quelque chose qui se cache. Et tous les musulmans ont voté pour Donald Trump. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on doit concevoir notre État. Il y a deux problèmes. Si vous regardez dans la liste de Kolongele et Bérandé, il y a les anciens chefs de corps. Et Kabila fait partie des anciens chefs de corps. C'est un sénateur à vie. C'est à lui. Il est concerné. C'est à lui. Parce qu'il a dit que Félix Tshisekedi, c'est à la fois le problème et la solution. Qu'est-ce que ça voudrait dire, cette phrase? Non, je pense que c'est un ancien chef d'État. La seule personne qui, dans son CV, dira que j'ai été chef de l'État, c'est Kabila. C'est à Kabila de dire clairement à son frère comment il est à la fois le problème et la solution. En ce moment-là, on peut avancer. En essayant d'analyser, cette phrase ne vient pas dire que Kabila est ouvert à toute démarche
basé sur la sincérité, sur l'engagement de vouloir sauver quelque chose de la part de celui qui est chef. Peut-être de vouloir sauver son business. C'est ça la volonté de Kabila. De vouloir sauver son empire composé de 80 entreprises dont il a lui-même 56, on appelle ça comment? Carrés miniers. Il a plus ou moins 56 carrés miniers. C'est quelqu'un qui pèse sur le plan économique et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il s'est senti un peu dérangé parce que ses intérêts sont mis en jeu. Et tu sais qu'il en a combien? Même, ça je ne sais pas, je ne suis pas encore informé. Lorsqu'il appartiendra au passé, on connaîtra les informations. On est bien informé sur les autres que sur nos propres frères. Au moment opportun. Mais l'histoire, c'est pour étudier les passés. Kabila fait partie de l'histoire politique de notre pays. C'est normal que nous puissions analyser tout ce qu'il a eu comme entreprise ici. D'ailleurs, quelqu'un me dira que HJ Hospital, les J là, c'est Joseph. les H là, c'est Hippolyte. Quelqu'un me dira ça. Donc, ça, moi je pense qu'il a un apport parce qu'il a bien dit que l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, est à la fois le problème et la solution. Mais moi, je pense que, effectivement, c'est ça le fait. Oui. C'est ça le fait. Il faut être respectueux de ce qui est acquis. Ce qui est acquis, une évidence, c'est que Tshisekedi, c'est le président. Alors, moi, je pense que le vrai problème dans notre pays, aimons notre pays. Ayons d'abord l'amour du pays, comme disait Papa Etienne Tshisekedi. Ça veut dire quoi? Les intérêts communs du pays, il faut défendre. Parmi les intérêts communs du pays, il faut lutter contre la corruption. Merci. Il faut lutter contre le financement du terrorisme. Il faut lutter contre ça. Si nous considérons le Rwanda, c'est l'ennemi, le régime de Paul Kagame, je ne parle pas de peuple rwandais, parce que la semaine passée, j'étais avec un aîné à moi qui me dira qu'il y a un ami qui est à Rubavu, il m'a écrit, le monsieur m'a montré les SMS, que mon cher, ça fait 3 jours, tes enfants ici ne mangent pas. Si tu peux faire quelque chose pour moi. Il a dit, mais je le ferai comment? Il a dit, non, vos M-Pesa là, nous savions l'utiliser même ici. Au Rwanda? Oui, mais Rubavu, c'est non loin de la RDC. Non, vos M-Pesa. Et le monsieur m'a dit, celui-là, moi, j'ai travaillé au Rwanda pendant 5 ans. Ce monsieur-là fait partie intégrante de ma famille. Directement, il a Mais fait... c'est difficile de faire comprendre ça à l'aile extrémiste de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Non, effectivement, lorsque vous parlez de l'extrémisme, il y en a partout, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, tout à fait. Mais même il y a de ceux-là qui sont... Si vous suivez un monsieur avec qui on avait débattu ici, comment il s'appelle? Prince Epenge. C'est l'extrême des extrêmes. C'est l'extrême des extrêmes. Même sans raisonnement cohérent, il est toujours extrême. Pour lui, les démons, c'est Tshisekedi. Oh, moi, je dis que les démons dans ce pays, c'est l'amour de la corruption. Rejetons la corruption et vous verrez que le pays va marcher. Merci beaucoup. On va chuter 5 minutes. Chacun aura 2 minutes. 2 minutes. Et j'en aurai une pour conclure. On parle de la situation sécuritaire volatile dans l'est du pays, des territoires qui continuent à passer sous contrôle du M23. Entre-temps, nous ne savons pas quelle est la stratégie que Kinshasa est en train de ficeler pour sortir de cette auberge. Tshisekedi a répondu aujourd'hui que Doha n'a pas annulé le processus de paix de Luanda ni de Nairobi. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous avons un schéma bien clair en ce qui concerne la question sécuritaire? 2 minutes pour conclure. D'abord, je dirais que Doha nous a déjà sortis. Non seulement Doha. Avant même Doha, nous ne sommes plus dans cette logique première de Nairobi, selon laquelle le M23 faisait partie, était listé parmi tous les groupes armés qui devraient faire l'objet de cantonnement au Maniema. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans ce cas-là. La dynamique a évolué. Aujourd'hui, le M23 devient une partie prenante qui doit maintenant être en face du gouvernement national. Ce qui n'était pas
dans le processus de Nairobi. Ça voudrait dire, nous gardons cette théorie-là de la première heure, mais nous devons comprendre qu'elle les donne sur terrain, malheureusement, donnant de l'ascendance à l'ennemi, et c'est ainsi que l'ennemi devient maintenant pondérant et on nous oblige, ce que la RDC ne voulait pas, refuser catégoriquement. Donc c'est la donne sur terrain qui a fait que le M23 soit sorti, soit extirpé du processus de Nairobi. Parce qu'en ce moment ici, comment on va encore traiter le M23 sur le même diapason ainsi que toutes les groupes armés? On a échoué dans l'analyse stratégique. Et d'ailleurs, même Doha aurait aussi invité les M23 et l'AFC. Vous comprenez que nous sommes allés déjà en dépit de, bon, disons, Luanda, tenu par le président en exercice de l'Union africaine. Qui se retire qui n'était de la pas médiation. informé, parce que ce jour-là, le 18, il attendait les deux camps à Luanda. Et il a appris comme tout le monde qu'ils sont plutôt à Doha. Et vous pensez que maintenant, l'Union africaine peut encore faire quoi? Ça va se rétracter, sinon tourner dos, avec toutes les implications qui vont s'en suivre. Donc, les déclarations doivent être tenues avec des pincettes, mais plutôt prenons les faits. Sur terrain, vous l'avez dit, ça ne tourne pas en faveur de la République. Si au moins on peut faire le minimum, c'est-à-dire contenir nettement cette entreprise d'évasion criminelle-là à ce stade-là, dès lors que les deux forces, personne ne sait plus aller au-delà de la position, eh bien, ils seront contraints tous d'aller négocier comme sur un même pied d'égalité. Mais dès lors qu'on a toujours, avec l'hypocrisie de l'Ouganda, qui est censé être le partenaire de la République sous Félix Tshisekedi, mais ça continue à ravitailler les M23 de par l'aérogare de Kigoma à Walikale. Ces gens-là ne se sont pas retirés. En réalité, regardez même les informations de ce matin, quand vous faites le recoupement sur toutes les presses, vous vous rendez compte qu'il y a même cet avion-là qu'on accuse qui ne fait qu'atterrir là-bas. Or, pour atterrir dans une zone tenue sous la rébellion, donc vous communiquez avec cette rébellion-là. Donc l'Ouganda continue à communiquer. On peut considérer aussi ce que déclare le fils de Museveni. Mais Kinshasa ne réagit pas. On devrait interpeller l'ambassadeur de l'Ouganda qui est ici, vous leur chargez des missions. Mais pourquoi Kinshasa continue à considérer Museveni comme un des partenaires ou alliés? Bon, c'est Kinshasa qui devrait normalement nous en dire mot, parce que nous subissons les méfaits de ce partenariat-là. Museveni n'est pas différent du Rwanda. Ndayishimiye l'a dit. Tous ces gens-là exploitent l'or congolais inutilement. Merci. Et en retour, quel est le service sur le plan sécuritaire que nous rend l'Ouganda? Allez, Patrick Piana pour conclure 2 minutes. Bon, je pense que lorsqu'il a à quel niveau nous avons échoué? Est-ce que la non-tenue de la rencontre de Luanda et le fait que les deux chefs d'État se rencontrent à Doha, ceci amenuise les chances de sortir de cette impasse? Non, ça donne la possibilité à la République démocratique du Congo de ressortir grand. Parce que lorsqu'on regarde la donne militaire, on croit que les M23 a tout fait, des games is over. Mais sur le plan diplomatique et économique, les éléments ne sont pas bons pour le Rwanda. C'est ce qu'il faut retenir, parce que la guerre, ce n'est pas le court terme, c'est le long terme. Parce que pendant 30 ans, si Kagame a maintenu son emprise dans ce qu'il lui-même appelle l'espace d'influence, la sphère d'influence, c'est parce que quelque part, sur le plan diplomatique, il avait les soutiens de la Belgique, de la France, des États-Unis, surtout les démocrates. La preuve est que Ronnie Jackson, qui est arrivé ici, l'opinion américaine ne savait pas en réalité ce qui se passe ici. Surtout que nous, Congolais, on ne veut pas placer de l'argent là, il faut investir. On n'a pas investi dans la presse américaine pour communiquer suffisamment avec des Congolais qui savent parler de l'anglais américain et faire comprendre à l'opinion américaine ce qui se passe ici. Vous comprenez? On n'aime pas dépenser, on ne dépense que dans des futilités. Et là où il faut investir dans l'efficacité, nous ne sommes pas là. Pour ce qui concerne l'avion qui fait Walikale tous les jours, cherchez bien les infos.
il y a des atterrissages là à Walikale depuis Mobutu. Et moi, je vois beaucoup plus les transports de l'or. Je ne vois pas l'armement des M23. Parce que tel que les éléments se présentent sur le terrain aujourd'hui, l'Ouganda ne prendrait pas le risque. Parce qu'au moment où nous parlons, le compte X de ces fameux généraux-là, les fils de Museveni, il a supprimé son compte. Pourquoi il l'a supprimé? C'est parce qu'il sait qu'il ne souhaiterait pas encore exposer son pays à payer encore au-delà de 300 millions de dollars qu'ils devaient payer à la République démocratique du Congo, qu'ils ont décaissé. Je ne sais pas comment ça a été géré. Ça, c'est pas. J'ai pas eu le temps de suivre ça. Et je pense que oui, c'est sous Tshisekedi, effectivement. Oui, ça a été payé parce que Tshisekedi a fait pression. On l'applaudit. Bon, maintenant, l'Ouganda ne souhaiterait pas ce qu'il soit exposé, bien qu'il joue le jeu du M23, parce que nous l'avions toujours dit. Mettons les choses au clair. Le modèle économique de gens qui dérangent la République démocratique du Congo est connu. Chaos equal profit. C'est-à-dire il faut mettre en place le chaos pour que nous puissions nous en servir. Le chaos, le profit. Mais est-ce chaos equal profit? C'est ça la vision mise en place par le Rothschild, relayée par les Rockefeller et relayée par M. George Soros et les Clinton. Maintenant, lorsqu'on ne met pas ça en place, on n'enseigne pas ça à nos enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes toujours là. Moi, j'ai autant de députés. Moi, j'ai autant de ceci. Moi, c'est la plateforme. C'est moi qui soutiens les chefs de l'État. Tout ça, tout ça. Le chef de l'État, je m'adresse à vous. Simba Lingenga a décidé fixer le gouvernement bengana aventurier. Et vous verrez que ce pays va marcher. Luttons contre la corruption et les détournements des deniers publics. L'IGF fait un travail, mais accompagnons-le. S'il faut sanctionner, il faut sanctionner. Parce que les détourneurs d'hier commencent à nous donner des leçons aujourd'hui. C'est parce que quelque part, on a été complaisant. On a été complaisant. On a arrêté le monsieur ici, l'Indien ici. Mais il y a un département ici, au niveau de l'Agence nationale des renseignements, qui est chargé de l'intelligence économique. Mais ce département-là doit faire son travail suffisamment. Parce que lorsque vous atterrissez déjà à l'aéroport d'Indjili, vous allez comprendre que je sens, comme disait le ministre de la Justice, je sens l'odeur de détournement. Mais moi, Patrick Mpiana, je sens l'odeur de la corruption. Merci. Alors combattons ça. Merci beaucoup, Patrick. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Henri Tchimbalanga. Oui. Néanmoins, la RDC garde encore toutes ses chances ou ses cartes. Mais oui. Oui, la RDC ne doit pas sombrer dans le désespoir, bien que la malhonnêteté de tous soi-disant nos partenaires. Parce que quand ils atterrissent là-bas, j'ai soulevé un point. Donc ils communiquent avec les rebelles qui tiennent Walikale. C'est ça le côté que j'ai soulevé. La malhonnêteté de Museveni. Merci. Et que le chef doit reconsidérer sa décision par rapport à ce partenariat-là avec l'Ouganda. Allez, merci beaucoup, Patrick Mpiana, d'être venu. Merci à Henri. Vraiment. Avec le même plaisir, nous fixons rendez-vous pour un autre numéro sur Politicon, la force des tailles. Ok. Henri, oui.